Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la déclaration de Bachar el-Assad. Le président syrien a revendiqué la libération d'Alep. Sur place, l'évacuation de la population est en cours. Cette victoire du régime a été rendue possible grâce au soutien de ses alliés russes et iraniens. Et maintenant, que va-t-il se passer? Et qu'en est-il aussi de la guerre contre Daesh? Sur tous ces sujets, le match des idées avec tout à l'heure le journaliste Wassim Nasr et le spécialiste de géopolitique Qatar Abou Diab. Et puis, comme tous les jeudis, c'est Paroles de jeunes ce soir, le débat avec de jeunes responsables politiques et associatifs. Quel est leur regard sur la primaire en cours à gauche? Ou encore, autre thème dans l'actualité, les raisons de la colère des chauffeurs de VTC. Le débat est à suivre. Enfin, l'entretien, mon invité dénonce depuis plusieurs années déjà l'abandon de ce qu'il appelle la France périphérique. Les classes moyennes et populaires ont été sacrifiées selon le géographe Christophe Gulluy. Elles reviennent au centre de l'attention à l'approche de la présidentielle et on en parlera avec l'auteur du Crépuscule de la France d'en haut chez Flammarion. Voilà donc pour le programme, merci de nous suivre. Pour réagir à l'émission, c'est le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ils avaient jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur dossier. Le dépôt des candidatures à la primaire de gauche est désormais clos. En tout, 9 prétendants sont en lice. Ce matin, Didier Guillaume, le directeur de campagne de Manuel Valls, a déposé la liste des parrainages de l'ancien Premier ministre au siège du Parti socialiste. Il a été suivi en fin de journée par le représentant de Vincent Peillon. On a environ 140 parrainages qui sont des parrainages qu'on n'est pas allé chercher, vu le temps qui était compté et qui nous sont arrivés spontanément. L'ensemble des candidatures doit maintenant être validé par la haute autorité pour la primaire de gauche. François Fillon. François Fillon part en campagne sous le signe du rassemblement. Le candidat de la droite a dévoilé l'organigramme de son équipe pour la campagne présidentielle. On y trouve des juppéistes comme Gilles Boyer, nommé trésorier. Bruno Le Maire, lui, sera en charge des affaires européennes et internationales. Et bien sûr, des fillonistes du premier cercle, comme le sénateur Bruno Retailleau, à la coordination et à la stratégie de campagne. Premier maître mot de cet organigramme de campagne, le rassemblement, la recherche de l'harmonie entre les différents candidats à la primaire, bien sûr, entre les différentes sensibilités qui peuvent exister au sein des Républicains comme au sein de l'UDI. Au Sénat. Pour l'adoption 306, contre 28, le Sénat a adopté. C'est à une très large majorité que les sénateurs ont voté aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet. Pour faire face à la menace terroriste, le texte déjà adopté par l'Assemblée nationale confirme les autorisations d'assignation à résidence et les perquisitions administratives. Il est normal que chacun garde ses options, mais que l'on travaille ensemble quand c'est possible. Les Français ne comprendraient pas que parce qu'on est dans l'opposition, on refuse l'état d'urgence. Ça n'aurait pas de sens. En séance. Le 6 décembre, Madame le Ministre, vous êtes allée en bonne écolière chercher votre bulletin de notes à l'OCDE et il est bon, en effet, que le ministre français accepte un jugement international, celui de l'OCDE. Le résultat pour notre éducation est hélas consternant, résultat médiocre. Avez-vous l'intention de consacrer ces 5 prochains mois à un examen critique de vos échecs, Madame le Ministre? Il ne vous aura évidemment pas échappé que chacune de ces enquêtes porte sur des enfants qui sont entrés à l'école primaire en 2006 et au collège en 2010. Quelle scolarité ont-ils connue, à votre avis ? Ils ont connu une scolarité marquée par les choix désastreux du gouvernement auquel vous avez appartenu. À droite. Henri de Rincourt a été mis en examen. Le sénateur Les Républicains était entendu aujourd'hui par la justice dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au Sénat. Des fonds qui auraient été versés entre 2009 et 2012 à des élus de droite. En tout, ils auraient reçu 400 000 € détournés des comptes du groupe UMP de l'époque via des associations.
Henri de Rincourt avait admis avoir perçu de l'argent, y compris lorsqu'il était ministre de Nicolas Sarkozy. Jean-Claude Carle, sénateur Les Républicains, ancien trésorier du groupe UMP au Sénat, avait lui aussi été mis en examen en novembre. Justice. Le parquet se prononce contre une condamnation pénale de Christine Lagarde. Au 4e jour de son procès, le procureur général a livré son réquisitoire. Il estime que les charges ne sont pas suffisantes. L'ancienne ministre de l'économie est jugée depuis lundi devant la Cour de justice de la République. Elle est soupçonnée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie. L'homme d'affaires avait touché 400 millions d'euros. La Cour de justice devrait rendre son verdict lundi prochain. Et comme tous les jeudis, c'est votre débat Parole de jeunes. La parole est donnée à de jeunes responsables politiques ou associatifs. Quel est leur regard sur les sujets qui rythment l'actualité en ce moment? Et au programme ce soir, 3 thèmes. D'abord la primaire à gauche, fin du dépôt des candidatures. Et Manuel Valls qui tente de reprendre la main et propose de supprimer le 49.3. Le Premier ministre l'a très souvent utilisé. Le candidat veut l'abroger. Sa volte-face a suscité de nombreux commentaires. Les chauffeurs VTC se disent humiliés par Uber. Ils dénoncent leur paupérisation, ce que leur reprochaient d'ailleurs les taxis. À leur tour aujourd'hui, eh bien, les VTC se disent victimes. Alors à qui la faute? Et réflexion plus générale sur ce que certains appellent l'ubérisation de l'économie. Enfin, Alep, où l'indignation collective. On s'est indigné et on s'indigne à juste raison du sort des civils, de la population. Mais l'indignation est-elle en train de devenir un mode d'expression commandé? S'indigner et après, eh bien, on en débat avec nos invités ce soir. Sandrine Bourg, bonsoir et bienvenue. Vous êtes responsable adjointe des Jeunes Républicains des Hauts-de-Seine. Avec nous également Alexandre Loubet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des Jeunes de Debout la France. Face à vous, Louis de Gouillon-Matignon, bonsoir. Bonsoir, madame. Président du Parti européen. Et à vos côtés, Nils Gusto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant communiste dans les Hauts-de-Seine. Alors, Madame, messieurs, d'abord, c'est la proposition qui fait jaser. Elle a suscité vraiment beaucoup de réactions. Abroger le 49.3 quand on l'a beaucoup utilisé. Eh bien, retour sur la proposition aujourd'hui du candidat Manuel Valls et des nombreuses réactions avec Flora Sauvage. Premier ministre, Manuel Valls l'a utilisé sans état d'âme. Mais ce matin, sur France Inter, le candidat à la primaire de la gauche propose de supprimer l'article 49.3. Ce dispositif, qui engage la responsabilité du gouvernement, a été utilisé pour entériner sans vote la loi pour la croissance et l'activité et la loi travail. Mais pour ses partisans, cela s'inscrit dans une réforme globale des institutions. Aujourd'hui, Manuel Valls a fait un pas en avant. Il a présenté une nouvelle vision des institutions. Pour les partisans de la 6e République, la proposition de Manuel Valls est fondée, même si c'est une surprise. Si les gens tirent des leçons, très bien. Simplement, après, la question est de savoir s'il n'est pas meilleur de prendre des gens qu'il avait prévus plutôt que des gens qui constatent a posteriori que leur stratégie n'était pas la bonne. Une stratégie pour Manuel Valls qui permet de faire parler de lui, alors que sa campagne pour la primaire de la gauche patine. À droite, on tire à boulet rouge sur l'ex-premier ministre. La gauche, c'est le pompier pyromane, matin, midi et soir. Ils passent leur temps à prendre des mesures et à venir vous expliquer qu'il ne faut pas les prendre. Manuel Valls a été un Premier ministre qui a utilisé cet outil de la Constitution qu'est le 49.3 à plusieurs reprises. Il vient aujourd'hui vous dire qu'il ne faut pas utiliser le 49.3. Désormais candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire, Manuel Valls tente de se défaire du bilan de François Hollande. Une stratégie risquée pour convaincre les électeurs à moins d'un mois du premier tour de la primaire de la gauche. Voilà, Mister Manuel, candidat, et Dr Valls, qui était Premier ministre. Que pensez-vous de cette proposition? Pour commencer, Louis de Gouillon-Matignon. Écoutez, moi je trouve qu'il se moque du monde. Je trouve que c'est quelqu'un qui, pendant 3 ans à la tête du pays, a, divisé les Français. C'est quand même lui qui a gazé, qui a matraqué les manifestants pour la loi travail. C'est quelqu'un qui a jeté l'opprobre sur les Roms. Le mot gazé rappelle est dur, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, a vraiment, déshonoré la France dans son image. C'est quelqu'un qui s'est moqué de la représentation populaire, puisqu'il est passé devant l'Assemblée et il n'a pas soumis son projet de loi à l'Assemblée. Il a utilisé l'article 49 alinéa 3. Je crois que c'est quelqu'un qui a trahi l'intérêt général tout en se parant des vertus de l'humanisme. Aujourd'hui, je crois qu'il est candidat à la primaire de la gauche. Je ne vois pas vraiment ce qu'il vient apporter dans le débat politique contemporain. Je ne vois pas quelle est sa vision, je ne vois pas quel est son projet. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce qu'il souhaite. Et ce que je constate, c'est que, à l'instar de la majorité des hommes politiques français aujourd'hui, il n'a aucun cap pour ce pays. Donc, bien évidemment, je le critique et je continuerai à le critiquer sur l'antenne. Et pourtant, sur le fond, Nils Gusto, j'imagine que sur l'idée, vous n'êtes pas contre. Au contraire, vous êtes pour l'abrogation du 49.3. Absolument, mais alors
Peut-être qu'il a réfléchi, justement, le candidat. Il peut toujours réfléchir, sauf que ça révèle en tout cas une chose de façon très claire, c'est qu'il est totalement déconnecté de la réalité et du rapport des gens à la politique. Comment ne pas être dégoûté quand on voit un homme comme Manuel Valls qui a utilisé le 49.3 6 fois pour faire passer les pires lois du mandat de François Hollande. Vraiment, il nous prend pour des gros débiles, là. C'est difficile je reste poli, mais je comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour qu'ils ne se rendent pas compte à ce point-là de ce que les gens ressentent. Il croit qu'il va nous convaincre avec ce genre de truc, mais non. Non, pour vous, c'est non. Mais Sandrine Bourg, si on revient sur les arguments de Manuel Valls, il dit qu'il a réfléchi, qu'il a pris du recul, qu'il juge aujourd'hui cet outil dépassé et que c'est une entrave à la vie démocratique. Est-ce qu'on peut au moins lui reconnaître peut-être cette prise de distance avec Je suis ravie qu'il ait pris ses distances en 15 jours, c'est vraiment bravo à lui. Mais quand on a, effectivement, vous l'avez dit, quand on a utilisé 6 fois ce 49.3 pour imposer des propositions de loi, parce qu'il n'avait pas réussi à rassembler dans sa propre famille politique. Je trouve ça un peu incohérent. Je pense que c'est vraiment c'est se moquer du monde et j'ai un peu du mal à y croire. Je préférais plutôt qu'il parle de son programme aux électeurs de gauche. Enfin, moi, je me sens pas concernée, mais je préférais plutôt qu'il nous dise ce qu'il veut pour la France. Et franchement, le 49.3, c'est vraiment pas la priorité. Ça existe depuis les années 50 et il y a eu des mandats où on n'a jamais eu à l'utiliser et ça s'est très bien passé. Donc, on parlera tout à l'heure de la cohérence des programmes, notamment de celui que vous soutenez maintenant. Avant, c'était Bruno Le Maire. Aujourd'hui, c'est François Fillon, candidat de la droite et du centre. Alexandre Aubé, est-ce que ce n'est pas là le travers de la primaire, finalement Manuel Valls, il s'adresse à son camp aujourd'hui. Il s'adresse à la gauche. Voilà pourquoi il parle à la gauche en voulant abroger le 49.3. C'est bien ça le problème. Je trouve finalement sa réaction assez pathétique. De voir un ancien Premier ministre qui a usé de ce mécanisme, de ce dispositif. Les mots fusent ce soir. Oui, tout simplement parce que c'est de l'hypocrisie. J'ai l'impression que les primaires, que ce soit la gauche comme la droite, sont en train de devenir une sorte de concours au meilleur menteur et au meilleur hypocrite, à celui qui s'exonère le mieux du bilan qu'il a eu, des politiques qu'il a pu mettre en œuvre quand il était aux fonctions. Voilà, donc je trouve ça absolument pathétique, c'est déplorable. Et je crois que c'est finalement révélateur d'une classe politique à l'agonie. La classe politique, vous avez l'un des candidats qui en fait partie, alors. Oui, bien évidemment. Donc votre candidat aussi, Nicolas Dupont-Aignan, est à l'agonie. Non, évidemment que non. Ah bon, c'est le seul qui surnage. Méfiez-vous, on a fait le même score que le Front de gauche lors des élections régionales. On a eu quasiment autant de voix. Félicitations. Exactement, et on est en train d'émerger. Vous savez, on a un parti très récent. Oui, on sent que vous montez. Mais exactement, et vous le sentirez encore plus lors des résultats de la récent, candidat pas récent quand même. Ouais. Et on finira avec Marine Le Pen. Candidat pas récent, pardon, mais pour le coup, François Fillon, depuis quand est-il ministre? Depuis quand gouverne-t-il? C'est un autre sujet. Je me fais attaquer par une filloniste. Non, le vrai problème qu'il y a, c'est que le candidat que tu défends désormais a été pendant 5 ans Premier ministre. Il a mis en œuvre la politique de Nicolas Sarkozy, et cette politique, elle peut se résumer par 1 million de chômeurs en plus, 1 million d'immigrés en plus, par des politiques de privilèges vis-à-vis et d'accommodement vis-à-vis du Qatar, par la déstabilisation de la Libye. On parlera également de ouh là là, je sens que la liste est longue. On va laisser Sandrine vous répondre en quelques instants. Je veux rester encore un moment. Pardon, mais c'est exactement le même genre de réaction finalement que Manuel Valls a eu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'exonère de tout ce qu'on a fait et puis on prend les Français pour des moutons en leur disant... Vous n'avez pas été encore au pouvoir. Alors, allez-y, Sandrine, vous répondez. quand même, déjà, il a eu 5 ans pour apprendre de ce qu'il a pu vivre en tant que Premier ministre. Il a l'expérience de l'échec, c'est vrai. Il a l'expérience de l'échec, mais il a aussi l'expérience de la victoire. Je tiens quand même à dire. Sa propre victoire à lui, est-ce qu'on est là pour faire gagner un candidat ou est-ce qu'on est là pour faire gagner les idées et la France? Moi, je soutiens le Parti des Républicains, donc j'estime quand même que dans le bilan de Nicolas Sarkozy, tout n'était pas à jeter. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que j'ai entendu ce matin Manuel Valls dire qu'il voulait remettre en place le travailler plus pour gagner plus. Donc comme quoi. Alors, on va parler de François Fillon. Il y a des choses qui étaient pas chaque chose en son tour, parce que l'actualité ce soir, lui, de Guillaume Matignon, c'est encore la primaire de la gauche. Et nous avons les candidats, 9 candidatures. On verra au final s'il en reste 9 ou 7. Que vous inspire, vous, qui avez d'ailleurs un regard plus distancié peut-être que nos amis ici présents sur la politique, que vous inspire ce spectacle de la primaire à gauche? Qu'en attendez-vous? Et est-ce que vous pensez que ce sont des sujets prioritaires qui sont abordés en ce moment?
Non, pas du tout. Mais ça tient au fait que la politique est en train de disparaître, au sens où le clivage entre la gauche et la droite s'amenuise, s'affadit, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ne croient plus vraiment à la politique. On voit que l'économie est de plus en plus forte. Je crois que cette primaire à gauche est une espèce de spectacle qui n'est pas des plus réjouissants. Et je crois que tous les candidats qui aujourd'hui candidatent pour la gauche vont perdre et vont faire perdre leur camp. Je crois que quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il a sabordé le Parti socialiste. Et je crois que c'est lui qui va vraiment enterrer ce parti politique. Et je ne sais pas ce qu'il en ressortira, mais je pense qu'aujourd'hui la gauche est vraiment, elle est vraiment handicapée par ce mandat présidentiel et par ces différents ministres qui se sont succédés, que ce soit à Matignon, que ce soit dans les différents ministères. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les gens n'y croient plus du tout, et c'est la raison pour laquelle ils se tournent vers le Front National. Tant qu'on n'aura pas un cap civilisationnel fort, moi je crois beaucoup pour l'Europe, on n'aura pas une politique de cohérence, on n'aura pas une politique. On va en parler pour de l'Europe, notamment sur Alep. On va voir. Vous nous direz où elle est l'Europe, quel numéro il faut appeler. Mais vous venez de dire à l'instant justement, les Français ne croient plus en la politique, ne croient plus, vous voulez dire aux responsables politiques, parce que Nils Gusto, pour la politique, les Français c'est un peuple éminemment politique. Quand on voit les débats télévisés de la primaire, que vous ne le vouliez pas parce que vous n'êtes pas de ce camp-là, mais ils ont attiré un large public. Le scrutin a attiré un large public, donc on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain avec. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt des Français en direction de la politique. Je crois que les Français aiment la politique, mais la vraie politique, pas ce qu'on voit depuis tout à l'heure avec Manuel Valls, pas les petites déclarations. Et je pense particulièrement sur ce sujet-là aux millions de Français qui se sont mobilisés contre la loi travail. Ces gens-là, ils aiment la politique et ils l'aiment tellement qu'ils ne veulent pas laisser passer ce genre de loi. Et l'humiliation démocratique qui a été de faire passer 2 fois avec Myriam El Khomri, qui en a la responsabilité aussi, la loi travail avec le 49.3. Moi, je me mets à la place des gens qui comptent aller voter à la primaire qu'on dit de la gauche, mais en réalité, c'est un congrès du Parti socialiste. Moi, je suis de gauche et c'est pas ma primaire. Manuel Valls, ça ne me représente absolument pas. C'est Jean-Luc Mélenchon qui vous représente aujourd'hui. Pour le coup, oui, et je crois que la décision de Jean-Luc Mélenchon de ne pas participer à la primaire est une façon de se démarquer de ces anciens ministres de François Hollande qui font semblant chaque jour de ne pas partager son bilan alors qu'ils en sont les principaux responsables. Et au-delà de la personnalité de Manuel Valls, est-ce que ce genre de proposition, abroger le 49.3 pour, dit-il, davantage faire respirer la vie démocratique, est-ce que ça touche, est-ce que ça vous touche? Ça touche pas au quotidien des gens, mais est-ce que selon vous, ça peut faire progresser la vie politique parlementaire? À titre personnel, je trouve très intéressant finalement cet article du 49.3 parce qu'il révèle l'emprise, je dirais, des appareils politiques sur les députés. Lorsque on invoque, je dirais, cet article, c'est finalement le gouvernement qui engage sa responsabilité. Et c'est aux députés, à titre personnel, de prendre également leur responsabilité, de voter pour ou contre ce gouvernement s'ils considèrent que la mesure est légitime ou non. Et voir de nombreux députés, notamment en l'occurrence de gauche, contre les différentes lois qui ont été votées et finalement voter en faveur de la confiance du gouvernement, et ça révèle à quel point ils sont d'une part tenus par l'appareil politique et à quel point ils privilégient leur place pour être élus, leur opportunisme électoral finalement à leurs convictions. Oh là là, dis donc, tout le monde en prend pour son grade ce soir. Sandrine, je vous pose la même question que j'ai adressée tout à l'heure à Louis de Gouillon-Matignon. Quels sujets, selon vous, sont occultés en ce moment en primaire à gauche? J'ai lu tout à l'heure, je voudrais quand même vous faire réagir à cela. C'est un sujet dont on parle peu. L'année n'est pas encore terminée, mais le collectif qui s'appelle Les Morts de la rue a déjà recensé le décès de 323 personnes qui vivent dans la rue. Selon l'association, la moyenne d'âge de ces personnes décédées, ces SDF, est de 49 ans en France. Qu'est-ce que quelqu'un comme vous pense de ce sujet dont on entend très peu parler aujourd'hui dans le débat public et politique? Forcément, c'est extrêmement touchant et c'est une situation qui est intolérable, donc on ne peut pas accepter ça. Effectivement, c'est à la classe politique de faire quelque chose et c'est dur de voir qu'ils sont plus préoccupés par le 49.3 que par des sujets et à vous, tels que... peut-être à la base, de pousser, vous êtes des jeunes militants. De revenir à ce que vous avez dit, c'est pas à la classe politique de faire des choses, c'est aussi aux Français. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'humanitaire aujourd'hui. Ils veulent partir dans des pays exotiques. Mais des associations existent, il y a énormément d'associations. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui sont dans la rue, qui sont auprès des Roms, qui sont auprès des sans-abri et qui aujourd'hui apportent leur aide. Et je crois que c'est quelque chose d'enjeu, non simplement politique, mais d'envergure nationale. Et je crois qu'il faut tous qu'on se donne un petit peu, qu'on s'aide, qu'on s'entraide. Il faut tous qu'on essaie de donner, que ce soit dans différentes associations, la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Et moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment important. Mais les gens qui sont dans la rue, s'il vous plaît, faites 2 choses. Il y a 2 choses qui vont changer leur vie. D'abord, vous les regardez. Parce que quand vous les regardez, vous leur donnez de la dignité, vous les faites exister. Et la deuxième chose, c'est vous leur parler. Moi, quand je faisais des maraudes et quand je donnais de la nourriture aux gens dans la rue, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est nous, on a assez à manger. Nous, ce qu'on veut pas
pas manger. Nous, on veut juste un peu de lien social. C'est comme avec les personnes âgées, vous savez, qu'on oublie dans les maisons de retraite et qui meurent seuls. C'est la même chose. Aujourd'hui, les gens, ils vivent seuls. Alors moi, ce que je veux dire, c'est simplement qu'ils ont du lien social. Il y a des gens qui sont dans la rue. Regardez-les, s'il vous plaît. Donnez-leur un petit peu de dignité. Il y a des gens qui sont seuls chez eux et des personnes âgées qui sont en train de mourir dans des hospices. Juste, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ce que c'est que le rôle de la famille. Ça, je l'ai appris auprès des gens du voyage. Rappelez-vous ce que c'est que la famille. Rappelez-vous le lien social. C'est juste, je voulais juste rebondir là-dessus. Je suis d'accord effectivement sur ce que tu dis. Après, je pense vraiment que, comme tu le dis, les Français sont engagés. Il y a énormément d'associations, il y a énormément de personnes qui se mobilisent au quotidien pour aider les personnes qui sont en situation de pauvreté. Après, on le voit, ça ne suffit pas. On voit les chiffres, ça ne suffit pas. Donc la classe politique doit se mobiliser. Et il y a des lois qui doivent passer, il y a des aides qui doivent être mises en place. Si je peux me permettre, je mets toute vie humaine à égalité, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on a constaté récemment? Eh bien qu'on a des migrants qui ont été répartis partout en France par les deniers publics. C'est les Français, c'est le contribuable qui a payé pour les mettre à l'abri de la période hivernale qui va arriver. En revanche, on laisse quand même près de 130 000, je crois, SDF dehors. Pourquoi cette injustice? Pourquoi tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne? Est-ce qu'il y a une préférence étrangère qui est mise en œuvre par le gouvernement socialiste? C'est un peu démago. Non, c'est un peu démago, mais allez expliquer. Et je partage le discours qu'a eu Louis exactement. Allez expliquer à des SDF français qu'on va loger des migrants, ce qui peut être justifié. Pas du tout. Bien évidemment, ce qui peut être justifié. Et à côté, on laisse 140 000 Français dehors. Pourquoi? Non, alors déjà, je trouve ça absolument lamentable, la concurrence que vous faites entre la misère des gens. Et mais en attendant, c'est là, c'est à moi de parler. Donc, entre les gens... Et j'ai pas dit qu'il y avait une préférence nationale. J'ai dit qu'il y en avait qui étaient mieux traités que d'autres. Et là, c'est à moi de parler. Non, j'ai dit qu'il y en avait mieux traités que d'autres. Comment vous pouvez faire concurrence entre des SDF et des migrants qui sont dans la même misère, des réfugiés? Et pourquoi alors, s'ils sont dans la misère, ont-ils des traitements différenciés? Vous allez me couper toutes les 2 minutes. Quand on a un homme qui est dans la rue, qui meurt, des gens que vous venez de dire, qui meurent dans la rue, comment vous pouvez oser regarder d'abord leur nationalité, leur couleur de peau, j'ai pas dit d'abord de les aider? Mais justement, c'est ça le problème, c'est ce qu'a fait le gouvernement socialiste. C'est ce qu'a fait le gouvernement socialiste. C'est bon, ouais. Quand on voit la droite qui, tu viens de dire, pardon, que tu étais touché par les morts dans la rue. Je te crois. Mais quand je vois que la droite à Paris, et mon camarade Yann Brossa, qui est adjoint à la maire de Paris, se bat contre eux chaque semaine, quand je vois les élus de droite qui refusent les hébergements d'urgence, que ce soit pour les SDF ou pour les réfugiés, bah, ça me fait un peu rire. Sauf que c'est un sujet sérieux et c'est triste pour ceux qui meurent dehors. Ils refusent pas le principe. Ils refusent que ces choses-là soient imposées. Non, ils refusent que ce soit imposé sans qu'on ait posé la question aux riverains qui ont aussi le droit de donner leur avis. Est-ce qu'il faut aider les gens? Bien sûr qu'il faut aider les gens, mais il ne faut pas le faire au détriment d'autres. Au détriment. Non mais il faut poser la question, il faut consulter. C'était ça le problème dans le 16e, c'est qu'on n'a pas consulté la population. On leur a imposé un camp. J'ai un peu de mal à vous croire. En tout cas, vous êtes ça ne justifie pour autant aucun acte de violence. Tous d'accord pour dire que c'est un sujet prioritaire et qu'on regrette qu'il ne soit pas aujourd'hui porté par certains candidats dans la société. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de caricatures. Je n'ai pas parlé de préférence. C'est le message que vous faites passer. Non, absolument pas. Non, le message que je fais passer, c'est qu'il y a un traitement différencié et injuste vis-à-vis des Français. Et pourquoi eux ne seraient pas traités à la même enseigne que les migrants? Alors, ne parlez pas des Français, c'est les gens qui sont dans la rue. Oui, mais en attendant la politique de répartition, il faut en parler, sinon on les laisse dans la rue. Voilà. Et rappeler que la pauvreté et les inégalités ont encore augmenté en France en 2016. Autre sujet dans l'actualité, et je voudrais vraiment avoir votre avis là-dessus, ce sont les chauffeurs VTC, véhicules de transport avec chauffeur, qui sont en colère. Ils dénoncent leur précarité, accélérée selon eux par Uber. Alors avant d'en débattre, retour justement sur ce que l'on a appelé de manière plus générale le phénomène d'ubérisation et ses limites déjà avec Samia Dechir. Ce devait être un gisement d'emplois prometteur. À leur arrivée en France, les VTC symbolisaient l'essor d'un nouveau modèle social, celui de l'ubérisation, où les travailleurs sont libres de créer leur emploi ou de gérer leur temps. Mais ce modèle, beaucoup de chauffeurs n'en veulent plus. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Paris. Dans leur viseur, les grandes plateformes de réservation comme Uber ou le Cab, des plateformes qui, disent-ils, les exploitent. Pour gagner l'équivalent du SMIC, ils doivent travailler plus de 70 heures par semaine. Ils dénoncent d'abord une hausse des commissions. Uber empoche désormais 25% d'une course contre 20% auparavant. Les chauffeurs s'indignent aussi contre la baisse des tarifs et surtout contre les déconnexions abusives. Ceux qui refusent trop de courses ou reçoivent un commentaire négatif d'un client peuvent se faire rayer de la plateforme du jour au lendemain. Pour gagner leur vie correctement, ils réclament
Une course à 15 € minimum, un tarif de 1,5 € au kilomètre et une commission plafonnée à 15%. Mais surtout, ils veulent faire sortir leur profession de l'ubérisation. Ni salariés des plateformes, ni vraiment patrons, ils veulent obtenir un statut. Voilà, les chauffeurs de VTC en colère. Est-ce que vous diriez, Alexandre Loubet, que c'est un retour de bâton quelque part? Parce que les taxis dénonçaient quasiment la même chose à leur égard il y a quelque temps. Oui, c'est un retour de bâton. Le vrai problème, c'est que Uber incarne, je dirais, un nouveau modèle économique. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, il y a une injustice, parce qu'on se retrouve avec deux systèmes qui mènent plus ou moins la même activité. Alors, c'est à discuter, bien évidemment, mais qui se retrouvent avec des conditions différentes, largement différentes. Vous savez, pour être chauffeur de taxi, il faut avoir un diplôme, une carte professionnelle et payer généralement une licence. La licence, elle peut aller de 40 à 400 000 € selon la géographie. Et on vient dire à ces chauffeurs de taxi, ah bah attendez, il y a un vide juridique qui permet à des chauffeurs qui n'ont pas toutes les conditions et qui n'ont pas payé autant que ce que vous avez payé pour exercer votre profession légalement, on va leur dire, vous vous retrouvez en concurrence déloyale face à ces chauffeurs-là. Pour moi, c'est une injustice. C'est un retour de bâton légitime. Mais quel est votre regard, j'allais dire, pas de jeune, mais en tous les cas, oui, vous êtes parti, vous l'êtes, hein, vous voulez qu'on vous le rappelle, c'est oui. Ça? Bon, très bien. Sur ce que l'on appelle ce phénomène d'ubérisation de l'économie, on parle d'un impact de l'ubérisation avec une création nette d'emplois et une baisse des prix pour le consommateur. C'est un modèle gagnant-gagnant pour vous? Absolument pas, et je me réjouis de la mobilisation des chauffeurs ce matin. Une innovation économique, Uber, non, c'est un retour au 19e siècle. C'est-à-dire que c'est Ah bon? Mais bien sûr, c'est un vrai danger puisque ça allait. Ils utilisaient des smartphones au 19e siècle. Oui, ils avaient des voitures aussi. Bon. Et c'est les inconvénients du salariat sans en avoir les avantages. C'est-à-dire que. Mais ils ne sont pas salariés, les chauffeurs Uber. Ils sont indépendants. Mais je suis en train de faire la comparaison avec le salariat. Le salariat, ça permet d'avoir un CDI, un logement, de rentrer dans la vie active, d'avoir une stabilité. Ce que n'ont pas les chauffeurs Uber. C'est dans ce sens qu'ils ont les avantages du salariat sans en avoir. Ils ont les inconvénients du salariat sans en avoir les avantages, c'est-à-dire qu'ils doivent verser des commissions de plus en plus importantes, avoir des tenues, être contrôlés. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une avancée, c'est simplement le symptôme de la précarisation qui devient la norme en France avec 85% des... Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, Uber et toutes ces sociétés, ces nouvelles sociétés qui sont en train d'émerger, c'est vraiment le symbole de la modernité. Et tout ce qui surfe sur le numérique, la volonté de plus en plus des jeunes, plus de 40% des jeunes aujourd'hui veulent être entrepreneurs. Et ben voilà, ça donne ça. C'est des jeunes qui veulent de la liberté, de la flexibilité, qui en ont marre d'être dans des entreprises, d'être salariés, de devoir obéir à un patron. Et on leur propose ces nouvelles solutions. Donc pour vous, c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir. Et je pense surtout très important qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Donc c'est à nous de nous adapter maintenant. C'est à l'État de s'adapter. Et c'est à nous de trouver des solutions pour pouvoir aider ces personnes. Alors, les avis, Louis de Gouillon-Matignon et puis Alexandre Loubet. Alors, moi, je voudrais un petit peu expliquer rapidement ce que c'est, en fait, Uber. Et en fait, il y a trois choses à savoir. La première chose, c'est que le phénomène Uber est en train de ralentir, est en train de s'essouffler. Ce qu'on voit, c'est que ce soit Airbnb, que ce soit d'autres modèles comme ça, il y a de la concurrence et il y a l'État qui s'ingère. Donc déjà, c'est un modèle qui est en train de s'essouffler. La deuxième chose, et c'est ça la chose la plus importante à dire ce soir, c'est qu'en fait, Uber et ce modèle, c'est la transposition dans l'économie dite réelle de l'économie de l'information. Aujourd'hui, l'économie de l'information, c'est quoi? C'est la gratuité de l'information. Et bien, il y a certaines personnes qui se servent de ces modèles dans l'économie réelle. Et le troisième point, c'est qu'en fait, l'économie réelle se fait rattraper par les lois du marché et par l'ordre économique. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense que d'ici quelques années, ce phénomène va totalement être endigué. Je pense aujourd'hui que ces différentes personnes qui manifestent, manifestent avec, comment dirais-je, toute... la conviction qu'il faut, mais malheureusement, on n'échappe pas aux lois de l'économie réelle. Et encore une fois, c'est une transposition de l'économie de l'information dans l'économie dite réelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois que c'est un phénomène qui, au regard du sens de l'histoire, va disparaître. Je pense qu'il a en partie raison, effectivement, pour la simple et bonne raison que si on prend le cas d'Uber, Uber, la société même, il n'y a pas forcément, finalement, de création de richesse. Il n'y a pas forcément de création d'emplois. Il y a un déplacement de richesse et d'emplois. Et au détriment finalement de, comme disait Niels, un emploi salarié sur lequel repose un modèle social français, ce qui pose la question de la fiscalité aujourd'hui. Et finalement, on se retrouve avec des gens
qui doivent, c'est un peu la société rêvée par Macron, qui doivent travailler 70 heures pour toucher un SMIC. Et ça, c'est malheureux. Rêvé ou réel aujourd'hui? Parce que c'est un fait, elle est là aujourd'hui. Mais c'est réel pour la simple et bonne raison que l'État ne fait rien aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des blocages pour les taxis, il faut sans doute débloquer, mais il faut aussi réglementer Uber. On ne peut pas laisser cet esclavage humain. Sur ce thème, le mot de conclusion? D'une certaine façon, ils sont rentrés par effraction, ils ont trouvé une espèce de faille sur le plan du droit, mais malheureusement, Duralex cède lex, et la loi va s'appliquer. Et là, je suis pas d'accord. Moi, je pense vraiment qu'ils sont là et que maintenant, c'est à nous, c'est à la société de s'adapter et de les protéger, de protéger leur statut, le statut des indépendants, le réformer et le faire évoluer pour que ces personnes-là puissent travailler avec tous les revenus et le confort qu'ils méritent. En tout cas, nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Dans l'actualité internationale, et je voudrais vraiment vous faire réagir là-dessus, déclaration ce soir de Bachar al-Assad. Le président syrien a revendiqué la libération d'Alep et la victoire avec ses alliés russes et iraniens. Cette victoire du régime a donc été rendue possible avec ses soutiens. Il y a eu, et il y a encore à juste raison, Nils Gusto, un concert d'indignation autour du sort d'Alep, la deuxième ville syrienne. Pour le moment, on a surtout constaté l'impuissance, il faut bien le dire, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Comment votre génération voit ce grand théâtre géopolitique aujourd'hui? D'abord, quand je vois les événements d'Alep ces derniers jours, je pense à ceux qui, dans la classe politique française, osent dire, et pas seulement dans la classe politique, osent dire ils n'ont qu'à rester chez eux pour se battre. Là, la question, c'est pas de se battre, c'est de se faire assassiner, selon les informations, au couteau dans la rue. C'est les civils qui meurent par centaines. Donc voilà, réfléchir un peu avant de dire ce genre de choses au sujet des réfugiés. Ensuite, on se sent très éloigné de ces problèmes en Syrie, mais en même temps, on en entend parler tous les jours et ça fait partie maintenant, malheureusement, de notre quotidien. Je crois que, modestement, parce que c'est des problèmes tellement complexe qu'on a du mal à s'avancer. C'est pour ça que je vous demande presque un ressenti, parce qu'on a presque malheureusement vécu tout cela via les réseaux sociaux. On a regardé les photos. Il faut être évidemment toujours prudent avec tout ce qui arrive. C'est difficile de faire la part des choses, mais les populations civiles ont été prises en étau. Il y a eu beaucoup de messages de personnalités, de responsables politiques. On n'a pas parfois l'impression que l'indignation, elle est un peu commandée. Qu'est-ce que est-ce que vous le ressentez ainsi? D'abord, l'indignation, elle est normale et légitime et même nécessaire parce que... C'est un moyen d'action, l'indignation aujourd'hui? Ça, je crois pas. Et ça, vraiment, je partage pas. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est que s'indigner, c'est normal quand on voit que dans une population se fait massacrer à l'autre bout du monde, que ce soit à l'autre bout du monde ou ici même. Parce que les attentats, ils nous ont touchés aussi ici. Donc on a conscience, en tout cas, de ce souci-là. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce point? J'aime pas ces espèces de révolutionnaires en pantoufles, excusez-moi, qui mettent des photos, je suis la Syrie, je suis ceci, je suis cela. À chaque fois qu'il y a un nouvel événement, tout le monde, il y a une espèce de compassion numérique qui se crée et au final, personne ne fait rien. Et moi, au contraire, ça m'embête un peu et je trouve que c'est un manque de décence vis-à-vis des personnes qui sont sur le fond et qui meurent. Moi, je vais vous dire rapidement la chose. J'ai 25 ans, je suis pas Picdol et Mirandol, je sais pas ce qui se passe là-bas. Ce que je comprends, c'est que depuis la chute de l'Empire ottoman, tout le Proche et le Moyen-Orient, le Golfe arabo-persique est en train de partir dans une espèce de guerre, que ce soit des guerres ethniques, des guerres religieuses, des guerres en fonction des grandes familles, etc., etc. Moi, j'y comprends rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si on avait une armée européenne, si on avait une diplomatie européenne, si on avait un État européen fort, à même de pouvoir dialoguer, que ce soit avec Bachar ou que ce soit avec les rebelles, eh ben notre poids aurait toute sa force dans les rapports internationaux. Donc moi je dis, la seule solution face à ce genre de massacre, c'est l'Europe. L'Europe forte, c'est-à-dire une constitution européenne, c'est-à-dire une armée européenne, c'est-à-dire des renseignements européens. Tant que nous ne ferons pas l'Europe, nous ne pourrons plus peser dans le monde. Et ça, Vladimir Poutine l'a très bien compris, c'est la raison pour laquelle lui il s'oppose à l'Europe et c'est la raison pour laquelle il souhaite déstabiliser les États européens. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il a, provoqué Nicolas Sarkozy, il lui a dit ton pays c'est ça, le mien c'est ça. Je trouve que c'est totalement inacceptable de la part d'un leader politique. Et moi, aujourd'hui, j'en appelle à créer l'Europe. Parce que nous, quand nous aurons l'Europe, nous aurons 2500 ans d'histoire derrière nous. Donc là, Vladimir Poutine ne pourra pas nous donner des leçons d'histoire, n'est-ce pas? Donc moi, ce que je dis, c'est aujourd'hui, faisons l'Europe et ayons une Europe forte pour pouvoir dialoguer, que ce soit avec Bachar el-Assad, que ce soit avec les rebelles, et mettons de l'ordre dans les rapports internationaux avec le Proche et le Moyen-Orient. Ne suivons pas, excusez-moi madame, ne suivons pas les politiques états-uniennes, ne suivons pas l'OTAN qui, a déstabilisé tous les régimes, ils ont fait la guerre en Irak, il y a eu les différentes guerres du Golfe, il y a la guerre en Afghanistan avant. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est de mettre de la clarté au Proche et au Moyen-Orient. Pour ça, il faut avoir un acteur politique fort. Cet acteur politique fort, c'est pas la France toute seule, c'est pas l'Allemagne toute seule, c'est l'Europe, et c'est une Europe forte. Pardon, mais ce serait le meilleur moyen de paralyser notre diplomatie pour la simple et bonne raison que tous les États ont des intérêts divergents, vraiment différents. C'est la raison pour laquelle il faut construire une réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe ne serait pas intervenue au Mali, tout simplement parce que ça n'impliquait que la France. Et je crains malheureusement que les massacres qui se commettent actuellement à Alep soient finalement l'une des résultantes, c'est pas la seule évidemment, mais
de ce qu'est vraiment l'Europe, c'est-à-dire impuissante, incohérente, absolument. On voit qu'on est incapable d'agir, on voit qu'on est incapable d'avancer. C'est parce que nous n'avons pas fait l'Europe. Sandrine Bourg, l'indignation aussi, est-ce que ça devient presque un devoir, alors qu'elle doit être sincère, passionnée, pas commandée? La situation, elle est quand même d'une extrême gravité. Enfin, il faut pas hésiter à dire les mots. Enfin, ce qui se passe là-bas, c'est quand même des crimes de guerre. On va attaquer des hôpitaux. On fait des bombes au chlore. Les bombes au chlore, les personnes qui sont les premières victimes, ce sont les enfants, parce qu'ils ont des petits poumons. Il y a un moment, il faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et moi, j'ai pas envie de dire à mes enfants plus tard, quand ils étudieront ça dans leur livre d'histoire, qu'on n'a rien fait. Et aujourd'hui, j'ai honte de le dire, mais on n'a rien fait. Et tu as raison, l'Europe n'a rien fait. Mais l'Europe aujourd'hui, tout ce que tu proposes n'existe pas. Et la situation, elle est urgente. Donc qu'est-ce qu'on fait? La France, elle aurait pu faire quelque chose. Ça fait 5 ans qu'on voit cette situation. Oui. François Hollande, il a eu une politique diplomatique catastrophique. Et franchement, il s'est planté sur toute la ligne. Vous savez ce qu'il lui fallait faire? Il lui fallait respecter la tradition française et accueillir avec dignité les personnes qui demandaient de l'aide sur notre sol. Et ça a été fait quand même. Ça a été fait quand même. On a accueilli des migrants. Syriens qui sont venus l'année dernière, ils ont été accueillis, c'est bien normal. Avec quelle furie dans les médias, les différents acteurs politiques que vous représentez ont jeté l'anathème sur ces personnes qui sont des personnes dans la souffrance. Alors bien évidemment aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que la France s'ingère dans les politiques internationales. Et ça d'ailleurs, nous nous rappelons tous du discours de Dominique de Villepin à l'ONU, nous nous rappelons tous de la position de Jacques Chirac de ne pas intervenir en Irak. Et alors, il faut que la France... on se rappelle de l'intervention de Fillon et Sarkozy en 2009. Ma famille politique est attaquée et j'ai été coupée, donc je tiens quand même à finir. Non, mais je veux juste dire quelque chose. On n'a jamais critiqué ni dénoncé la venue des migrants. On a fait la différence entre des migrants politiques et des migrants économiques. Et c'est ça la différence. Et on a dit que pour pouvoir accueillir décemment les migrants politiques, il fallait pouvoir les déterminer et aider ceux-ci en priorité. La France a toujours joué un rôle de 3e rang. Et depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il nous a fait revenir dans l'OTAN. Nicolas Sarkozy n'est plus au pouvoir depuis... On va pas parler de Nicolas Sarkozy, il n'est plus là. C'est facile, madame, de dire qu'il n'est plus au pouvoir. À la tête de l'UMP, vous êtes du MPR, vous êtes de l'UMP. Sandrine, Nils et lui, ce qui est positif, c'est que vous êtes passionnés sur des sujets importants et c'est pour cela qu'on a beaucoup de plaisir à vous recevoir pour ce débat Parole de jeunes. Donc à très bientôt. Merci encore pour votre analyse. Et on va revenir justement sur la déclaration de Bachar al-Assad. Et maintenant, que va-t-il se passer? Qu'en est-il aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, de la guerre contre Daesh dans les villes de Raqqa, Mossoul et Palmyre qui a été reprise? Et bien sur tous ces sujets, le match des idées avec le journaliste Wassim Nasr et le spécialiste de géopolitique Qatar Abou Diab. C'est dans quelques instants. À tout de suite, on vous attend. Merci beaucoup. Demain, Chantal Joanneau, sénatrice UDI de Paris, sera l'invitée de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Ma colère, elle est contre tous ceux qui ont fait que les Kouachis sont arrivés dans la salle et ont tiré sur tout le monde et notamment sur mon mari. L'objectif, c'est qu'on tende la main à l'autre, qu'on parle d'amour, qu'on se dise bonjour, qu'on arrête ces politiques sécuritaires, alors qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens dans la prévention qui est en train de diminuer. Je créerai un cours de religion où, tout petit, on leur parlerait de Socrate, Aristote, Platon, puis on montrait, puis on arriverait au judaïsme, puis au christianisme, puis à l'islam, puis aux Lumières, et que quand ils arriveraient au bac, ils auraient le choix, tout simplement. Ouais. Tous présidents, demain à 19h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes bien sûr en direct. C'est votre émission On va plus loin pour évoquer à présent la situation à Alep, en Syrie. Les évacuations sont en cours. Le régime syrien a revendiqué la victoire et la libération de la 2e ville du pays. Nous parlerons aussi bien sûr ce soir de la guerre menée dans d'autres villes contre les djihadistes de Daesh. Et bien sûr tous ces sujets, nos invités ce soir. Wassim Nasr, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste à France 24, auteur du livre remarqué État islamique, le fait accompli aux éditions Tribune du Monde chez Plomb. Avec nous et face à vous, Qatar Abou Diab, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de géopolitique et professeur. D'abord, messieurs, on va s'arrêter un moment sur les derniers développements autour de la ville d'Alep ce soir. Regardez. Un cortège de bus quitte Alep. Les habitants abandonnent leur ville meurtrie, escortés par les soldats du régime qui ont participé à sa destruction. L'opération a concerné au moins 1000 civils et 200 combattants rebelles. Le traitement réservé à ces évacués est source d'inquiétude dans les capitales occidentales. Nous exigeons, et nous répétons cette exigence, et elle sera à nouveau exprimée au Conseil européen d'aujourd'hui par le Président de la République, que
tout soit fait pour laisser sortir les civils, mais en toute sécurité. Et aussi les combattants, sans qu'ils soient l'objet d'exactions et d'exécutions sommaires. Paris demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Pour le régime syrien, la tournure que prennent les événements renforce le président Bachar al-Assad, qui s'est félicité de la situation dans une vidéo diffusée sur Internet. Je pense qu'avec la libération d'Alep, nous dirons que ce n'est pas seulement une question syrienne, mais une question internationale. Nous dirons, avant la libération d'Alep et après la libération d'Alep, c'est là que l'histoire va changer. Des convois ont été pris pour cible par des tirs de l'armée syrienne dans la journée. Si elle se poursuit, l'évacuation devrait prendre plusieurs jours. 100 000 civils et 4 000 combattants et leurs familles sont encore reclus dans la partie est d'Alep, toujours aux mains de la rébellion. Voilà, le régime syrien, Bachar al-Assad a donc revendiqué aujourd'hui, ce soir, la libération d'Alep et sa victoire. Wassim Nasr, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Les faits sont oui, faits. effectivement, c'est la réalité. Et c'est une dynamique, maintenant c'est un peu tard pour s'indigner, si je puis dire, parce que c'est une dynamique qui s'est enclenchée, il faut le savoir, en août dernier, quand la Turquie a intervenu au nord de la Syrie. Pour une raison très simple, que cette intervention qui avait choqué à l'époque, on a beaucoup dit que la Turquie faisait cavalier seul en Syrie, sauf que ce n'était pas du tout vrai. Parce que l'intervention des Turcs, elle a fait que les factions qui étaient aidées par la Turquie et qui étaient présentes à Alep et qui avaient desserré l'étau d'Alep à l'époque, ont été appelées à combattre du côté de la Turquie contre les djihadistes de l'État islamique. Donc ça a affaibli les rebelles à Alep. Et donc cette intervention a arrangé Moscou pour une simple raison, et Damas, que ça a diminué la pression militaire sur le régime à Alep, et ce qui a fait que le régime a très vite réencerclé la ville. Mais ça a arrangé aussi Washington pour une autre raison, c'est que ça a créé une alternative dans le nord syrien au projet d'union des factions rebelles et djihadistes sous la bannière de Jabhat Fath Hasham, donc le groupe qui a succédé au Front al-Nusra après qu'il ait cassé ses liens avec Al-Qaïda. Donc c'est cette équation-là qui a fait qu'aujourd'hui, Alep est retourné dans le giron de Damas. Et ce n'était qu'une histoire de temps, pour ces raisons politiques, mais aussi pour des raisons... Nous le savions, voilà, nous savions tous. Exactement, mais aussi pour des raisons militaires, très simples. C'est que les rebelles étaient très affaiblis par des combats très durs et que leur ligne d'approvisionnement n'était pas illimitée. Alors que du côté de l'armée syrienne et de ses milices supplétives, il y a l'appui aérien russe et il y a une ligne de vie en munitions et en miliciens chiites, qu'ils soient irakiens ou afghans ou autres, qui étaient intarissables. Et c'est ça qui finalement a fait la différence sur le terrain. Alors est-ce qu'on peut dire ce soir, Qatar Abu Diab, que ce que l'on appelle, on va mettre des guillemets parce que la rébellion c'est quand même un bloc, et on le sait, qui est très hétérogène, a définitivement perdu ce soir? Non. Elle n'a pas définitivement perdu, c'est un tournant. C'est un tournant, ce qui se passe à Alep. De toute façon, avant tout, c'est une négation de l'humanité, car il ne faut pas oublier quand même, il faut s'indigner, car ce sont des malheurs humains énormes, et on n'a jamais vu ça depuis Srebrenica, depuis Rwanda, mais quand même c'est énorme. C'est la crédibilité de l'Occident, de la communauté internationale, de tout ce qu'on appelle ces systèmes de valeurs internationaux. Maintenant, pratiquement, c'est vrai que c'est un coup dur, comme le coup de Homs en 2012, au Koussaïr ou d'autres endroits. Mais l'affaire syrienne ne se résume pas à l'histoire de villes et des terrains et des proportions. C'est une affaire d'un peuple. Et de toute façon, loin des théories, je pense, c'est vrai, on a plusieurs zones maintenant d'influence en Syrie. Cette zone turque avec la zone kurde, la zone de Daesh, l'État islamique avec la zone de régime. Mais quand même, je pense que le peuple syrien n'a pas dit son dernier mot. Je rappelle à tous les spectateurs que George Bush W a déclaré la victoire finale en Irak en mai 2003. Nous sommes maintenant en décembre 2016 et la tragédie de l'Irak n'est pas finie. Donc, on ouvre un nouveau chapitre, on ne ferme pas des chapitres. Ce n'est pas un changement de l'histoire comme il imagine Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, c'est un outil, car en fait, la victoire appartient à Poutine et à l'Iran. Et à l'Iran. Et à l'Iran. Elle n'appartient pas à Bachar al-Assad. Effectivement, la guerre est loin d'être finie, mais donc il y a on peut prévoir, on peut anticiper ce qui va se passer. Parce que si vous avez remarqué, ces exfiltrations donc dans les bus verts des combattants et des civils se font vers la région d'Idlib. Et elles ne se font pas du tout vers la région turque
comme les rebelles et les civils avaient demandé. Pourquoi? Pour la simple raison que tout le monde est envoyé à Idlib, que ce soit de Ghouta dernièrement, ou même des derniers quartiers de Homs comme Al-War, ou d'autres villages à la frontière libanaise, tout le monde est envoyé à Idlib. Idlib, où on sait très bien que c'est les factions djihadistes qui sont les plus puissantes, ce qui n'est pas le cas dans la zone turque. Certes, il y a des factions islamistes, mais elles ne sont pas djihadistes, il y a une différence. Et donc tout ce monde-là est entassé là-bas, alors qu'on sait très bien que Idlib est sujette à des bombardements et à des combats entre factions d'une manière assez journalière. Donc ces gens-là sont envoyés dans une zone de guerre et de conflit. Non, ce qui est important, que le Russe, depuis le renforcement de sa force maritime, et ils ont doublé leurs chasseurs bombardiers, ils visent avant tout Idlib et l'est de Homs. Et là, en effet, on voit quand même quelque chose d'extraordinaire. On ramasse tous ces gens à Idlib, les gens d'Alab, les gens de Ghouta, les gens qui sortent de nulle part selon les systèmes que les Russes appellent les réconciliations. Et pourquoi on les jette là-bas? On les jette entre les mains de Golani, on les jette entre les mains d'Al-Nusra, on les jette là-bas pour fabriquer à Idlib un monstre, un émirat islamiste. Et comme ça, comme je dis, la Syrie serait divisée entre la zone de Daesh, la zone de Al-Nusra. C'est très grave. Et après, on massacre la population civile et on déclare des victoires. Et maintenant, on fait des croisades partout en Syrie. Mais quand même, il y a une faiblesse extraordinaire. Mais il y a avant tout, à mon avis, il ne faut pas oublier, un fait vert américain. Car si on revient à l'accord Kerry-Lavrov du 9 septembre, les Russes n'ont fait qu'appliquer l'accord russo-américain. Les Européens sont les perdants. La France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, ils n'ont pas pu, ils ont pu éteindre la tour d'Eiffel, c'est très bien, mais même un couloir humanitaire, ils n'ont pas pu imposer. On a parlé là quasiment de plusieurs pays. Je voudrais qu'on dise un mot, Wassim Naf, sur l'Iran. Parce que souvent on dit que c'est la victoire de la Russie, mais l'Iran a eu un rôle et a un rôle très très important. Elle a une mainmise aujourd'hui. Ce pays a une mainmise sur la région. Ça va être très important pour la suite. Il faut rappeler que l'Iran a un plan cohérent depuis bientôt 40 ans. Pour la région. Ils ont une diplomatie tellement ancienne. Et ils ont une diplomatie ancienne et ils ont surtout un plan cohérent. Donc, ils ont pu duper les Américains en Irak, les Américains qui ont pensé à l'aune de leur intervention qu'ils allaient pouvoir mettre un pouvoir chiite, mais pas proche de l'Iran. Et finalement, c'est l'Iran qui a fait sa OPA, si je puis dire, sur le pays. Il faut rappeler que les milices chiites ont été envoyées en Syrie dès 2012. J'ai travaillé sur le sujet, donc bien avant le début de la guerre en Irak. Et donc c'est là que ce théâtre de guerre est devenu unique. Donc bien avant que l'État islamique n'avance en Irak. On sait qu'au Liban, il y a le Hezbollah. Et on sait aujourd'hui qu'il y a aussi le Yémen. Et donc tout ça, c'est très cohérent pour les Iraniens. Ça, c'est important. C'est important que l'Iran, bien sûr, assure maintenant la continuité de son axe impérial ou de son projet d'axe chiite ou de ce qu'on appelait croissant chiite. Et c'est vrai que il y a des résistances à ces projets à partir du Yémen, en Irak, tout ça. Pourquoi on ne parle pas du Yémen? Pourquoi on ne s'indigne pas de ce qui se passe au Yémen? Il se passe au Yémen des choses, mais par rapport à la Syrie comme centre géopolitique, c'est plus proche de nous. D'autre part, ce qui se passe au Yémen... Les civils qui meurent et non pas de... Oui, bien sûr. Il n'y a pas même... Il y a une indignation sélective? Il y a une indignation. Mais je pense qu'il y a un problème humanitaire partout. Ce qu'on appelait le droit international humanitaire. Soit au Yémen, il ne faut pas oublier la Libye. Il ne faut pas oublier le Sud-Soudan, il ne faut pas oublier le Nigeria, etc. Il faut rappeler aussi... Non, mais simplement, je voudrais finir une chose. Le grand problème en Syrie pour demain, c'est deux canyons, Poutine et Khamenei, l'Iran et la Russie. L'histoire nous a enseigné que deux forces occupantes ou des forces d'influence ne cohabitent pas ensemble pour longtemps. Il y aura des divergences. On va voir ça sur le terrain, comment chacun va défendre son intérêt et ses priorités en Syrie. Et l'Iran, donc, a gagné maintenant, l'axe chiite a gagné contre l'axe sunnite, mais c'est très dangereux, car l'axe chiite, c'est minoritaire. Ça va créer maintenant de la haine, on va préparer maintenant, à travers Alab, malheureusement, une nouvelle génération de terroristes. Non, mais ce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a une vraie incohérence.
dans la politique occidentale vis-à-vis de la région. Alors que de l'autre côté, sans porter un jugement de valeur, il y a une vraie cohérence du côté des Russes et des Iraniens. Donc chacun joue sa partition et dans le jeu des États, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de sentiment. Vous avez parlé des civils, mais les civils, malheureusement, ils comptent pour rien. Donc aujourd'hui, cette incohérence, elle se traduit, par exemple, en Irak, quand on voit que ce sont des milices chiites qui combattent l'État islamique sous couvert de l'aviation aérienne américaine. On voit pas seulement aujourd'hui... ça, les Américains entraînent les milices chiites pro-iraniennes en Irak et les Russes travaillent avec ces milices en Syrie. Ça signifie qu'il y a une entente russe-occidentale, cette entente russe-occidentale qui favorise les chiites contre les sunnites, pas pour les propres yeux des chiites et de l'Iran, car les chiites sont minoritaires et les sunnites sont majoritaires, et c'est un jeu très dangereux, car ça va miner toute la zone. Pour bien expliquer, parce qu'on ne maîtrise pas tous autant les nuances que vous les maîtrisez, vous êtes des grands spécialistes, et merci d'être là ce soir. Est-ce qu'on est en train d'allumer la mèche de la guerre entre chiites et sunnites? Non, mais la mèche, elle est déjà allumée. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour un Syrien sunnite, un avion qui soit français ou syrien ou iranien, lui, c'est la même bombe qu'il se prend sur la tête. Donc comment on va demander aux gens qui sont là-bas, on va leur dire, bon, aujourd'hui, vous arrêtez de vous battre contre le régime et ses milices, vous tournez votre fusil contre ceux qui se battaient de votre côté, donc les djihadistes, et qu'est-ce que vous avez en retour? La vie sauve, c'est tout. Pas de projet politique. Ce qui vaut aussi pour l'Irak. Donc il y a une totale incohérence. Et on a rappelé l'intervention américaine aux États-Unis. Einstein, il dit la folie, la définition, pardon, en Irak, la définition de la folie, c'est de refaire la même chose et d'espérer des résultats différents. On ne retient rien donc de l'histoire. Voilà, on refait la même chose et encore pire. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler aussi que ceux qui avaient viré les djihadistes des villes à la fin des années 2000 en Irak, c'était les clans sunnites. Pourquoi? Parce qu'on leur a proposé un plan, une meilleure participation au pouvoir et beaucoup d'argent. Il faut le dire aussi, les Américains ont proposé beaucoup d'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux sunnites en Irak? Rien. Et le désastre qu'il y a avec les villes complètement détruites et rasées et des populations en exode, des villes millénaires comme Ramadi, comme Alep, comme Béji, comme Homs ou comme d'autres, c'est le problème des camps palestiniens qui s'est posé pendant 50 ans, fois 1000. Parce que ces gens-là, s'ils sont écrasés aujourd'hui militairement, leurs enfants, ils vont prendre les armes. Voilà, c'est qui est grave. Exactement, ce qui est grave, que ces grandes villes arabes sunnites, comme ça, il faut le dire, ces grandes villes qui ont fait, à un moment donné, cette civilisation arabo-musulmane, sont détruites, les unes après les autres. Et ça, c'est très grave. Pour l'inconscient collectif de ces gens, c'est très grave. Donc, c'est vrai que cette incohérence de l'Occident, surtout cette politique singulière et à mon avis très négative des États-Unis, car ce n'est pas un simple désengagement qui est fait par M. Obama, c'est un abandon de ses responsabilités et maintenant tout le monde paye les prix. Et la France n'a pas pu, car en fait depuis 2013, la France a été mise sur la touche et maintenant c'est vrai que si toute l'Europe ne se réveille pas, avec ces changements de rapport de force, en faveur de la Russie, même l'exposition stratégique de l'Europe à l'intérieur de l'Europe va être de plus en plus... Donc vous dites que c'est notre propre problème. Oui, c'est un problème stratégique pour l'Europe. Le terrorisme frappe l'Europe, les réfugiés viennent en Europe, il y a une liaison et une continuité géographique avec cette zone auto-méditerranéenne. Pendant ce temps, Qatar, Abou Diaby, Wassimnas, les djihadistes de l'État islamique en ont profité pour reprendre Palmyre et on nous dit et on lit qu'il y a une forte résistance dans les villes de Raqqa en Syrie, de Mossoul en Irak. C'est pas du tout comme ce qui avait été parfois présenté. C'est pas des batailles éclair, c'est pas en quelques semaines ou quelques mois. Pas du tout, parce que c'est des gens convaincus qui se battent pour une cause telle qu'elle soit et ils croient qu'ils sont sur le bon chemin. Et ce que je ne cesse de répéter, c'est que certainement les populations de ces zones ne sont pas complètement acquises à l'État islamique. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre à leur proposer? Voilà, ça, de un. De deux, il faut se rappeler que n'importe quel groupe révolutionnaire, djihadiste ou autre, il ne peut pas s'implanter sur une zone s'il n'a pas un minimum de soutien populaire. D'accord? Les Américains, ils ont essayé d'inciter une rébellion à Fallujah contre les djihadistes, ça n'a pas marché. Ça, c'est un sujet, pardonnez-moi, un peu tabou, un peu sensible. C'est un sujet tabou, bien sûr. On n'ose pas dire, mais il y a une partie parfois de la population qui est en soutien, les gens, ils ont envie d'avoir par crainte, ou alors par adhésion. Par adhésion. Oui, bien sûr. Il y a tout, il y a peur, il y a crainte, il y a aussi adhésion. Parce que quand les gens, par exemple, regardez, je vais donner, on parlait d'Alep, d'accord? Bon, quand l'étau a été desserré autour d'Alep cet été,
ceux qui sont rentrés en premier dans la ville et qui ont cassé le blocus, c'était pas l'ONU, c'était les djihadistes d'Al-Qaïda. Donc pour une personne qui est encerclée là-bas depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on lui dit? Et aujourd'hui, cette même personne qui sort dans un convoi et qui va aller dans une zone protégée par les djihadistes d'Al-Qaïda, est-ce qu'on peut lui demander d'être Charlie? Non. Et d'un autre côté, le milicien chiite qui se bat depuis 5 ans contre ces djihadistes, et il faut essayer d'imaginer, c'est tribal, c'est clanique, et c'est une guerre à la vie et à la mort. Donc il n'y a pas de place pour les perdants. Donc il faut un peu essayer d'imaginer la situation de guerre là-bas. Oui. Moi j'ai écrit un papier pour l'IRIS qui a été repris par Le Monde en octobre 2011. Sur la Syrie, et je disais à l'époque où tout le monde disait qu'Assad allait tomber dans 2 semaines, et je disais à l'époque, voilà pourquoi la Syrie est différente. Oui. Et je savais qu'au bout de 6 mois, si ça continue, ça allait devenir sectaire. Mais Qatar, pourquoi on ne comprend pas la spécificité de ces pays, comme pour la Libye? Pourquoi on n'a pas compris que la Libye avait des fondations fragiles et que si on déstabilisait la Libye, même si on considérait que Kadhafi était un dictateur, on allait entraîner le chaos? Pourquoi? Il y a des réalismes politiques qui est basé sur le rapport de force et les intérêts. Il ne faut pas oublier les grands intérêts étatiques dans tout ça. Tout ce terrorisme, ce radicalisme, s'il n'y a pas derrière, il y a une base idéologique, il y a des gens convaincus, mais il y a des gens qui profitent de tout ça. Il faut voir comment, à un moment donné, après la fin de la guerre froide, on a voulu aussi refaire le monde à travers aussi la lutte contre le terrorisme. C'est le Grand Moyen-Orient, c'était le projet de George Bush, mission de nouveaux conservateurs, on paye le prix. Pour la Libye, exactement, comme pour l'Irak. Pour l'Irak, les États-Unis ont été de mauvais lecteurs de l'histoire. L'Irak, c'est le pays de discorde musulmane dans l'histoire. C'est le pays qui fait les frontières entre l'islam chiite et l'islam sunnite, entre l'islam arabe et l'islam turc, l'islam arabe et l'islam persan. Et pour cela, l'Irak est central. En cassant l'Irak, on a cassé toute la région. Puis la Libye aussi est centrale, c'est la Méditerranée. On a imaginé, avec Kadhafi, il a collé un peu les morceaux. Maintenant, on a des cités-villes en Libye. Et il y a toujours des dangers en Libye. Et en Syrie, la même chose. Les Occidentaux qui ont gagné en Libye, ils ont imaginé qu'on peut faire la même chose en Syrie. Ils ont oublié, il y a l'Iran qui ne va pas lâcher Bachar al-Assad, car c'est le joyau de son projet impérial. Et il y a la Russie qui a un point d'ancrage qui ne va pas lâcher. Et il y a Israël qui a intérêt pour qu'Assad reste, car il est le moindre mal. Alors, et pour cela, les calculs étaient mauvais. Il faut reconnaître. On a créé des Frankenstein. Il faut essayer de traiter ça aussi avec un peu d'humilité. Okay, l'Occident n'est pas le maître du jeu. On n'est pas à l'époque de Sykes-Picot. Il y a des forces locales, locales et régionales, qui créent l'histoire et qui créent les dynamiques de la région. Donc on parle de l'Iran, oui, la Turquie aussi a joué son rôle et joue son rôle, mais aussi des groupes révolutionnaires, transfrontaliers, comme les djihadistes de l'État islamique, comme les Kurdes du PKK et comme les milices chiites iraniennes, ou soutenues par l'Iran. Donc ce sont ces forces-là qui se battent sur le terrain. Et ce sont ces forces-là qui ont des résultats les uns contre les autres parce que c'est les seules forces idéologiques. Et donc ils se battront jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Aujourd'hui, la France et même l'Occident n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ça veut dire quand les Américains... l'Occident ne peut pas prendre la position de spectateur ou de mission. Ah, d'accord. Car il y a des intérêts, mais il faut une autre logique. L'autre logique, et après, il faut que l'Europe parle avec la Russie et parle avec M. Trump. Il faut vraiment une sorte d'une conférence internationale. Peut-être ça peut paraître maintenant utopique. Mais il va y avoir une conférence. Mais il va y avoir l'Iran, la L'Europe et Turquie les sans États-Unis l'Europe. ont raté le coche quand ils n'ont pas frappé, quand ils ont dit qu'ils allaient le faire. En 2013. Exactement. Oui. Et quand ils ont raté le coche, la Russie a profité de la situation pour entrer. C'est comme ça que ça se passe en géopolitique. Il y a eu un momentum qui a été raté par les Occidentaux et les Russes en ont profité. Ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Obama laisse derrière lui une zone en ruine. Une tâche indélébile. Non, aussi. une zone en ruine. Et maintenant, c'est vrai que les gens de cette zone sont responsables. Il faut une logique de réconciliation. Il faut arrêter quand même ce jusqu'au-boutisme. Il faut chercher les compromis. Il faut un décart dans cette zone. Mais tout ça... Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait réconciliation? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il faut manque des hommes ou des femmes de favoriser, comme en Afrique du Sud, un projet de transition avec justice, mais surtout
une reconnaissance, une citoyenneté. Il faut une évolution au sein de l'islam, car il faut cesser la guerre sunnite-chiite. Ça, vous le rappelez souvent. Oui, c'est important. il faut une réforme. Il faut une réforme, mais ça doit venir de l'intérieur de l'islam. Ça doit venir de l'intérieur des pays musulmans. Mais aussi, il faut que l'Occident aide. Maintenant, si l'Occident et la Russie continuent une guerre froide et chacun utilise le terrorisme à ses fins, il faut le dire comme ça ne marche pas. Il faut un minimum d'entente entre Occidentaux et Russes et Chinois pour arrêter ça, car ça va menacer tout le monde. Maintenant, on prend ça à la légère, mais c'est comme une pollution qui ne va pas s'arrêter et ça peut aller très loin. La conclusion? Non, moi je pense qu'au-delà de ça, de cette grille de lecture et de ce paradigme qui pour moi n'appartient plus à l'époque, parce que moi je pense que le djihadisme est l'affaire du siècle. Comme avant lui, d'autres idéologies l'ont été, comme le communisme, le nazisme, l'anarchisme, ou d'autres, ou l'anti... donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut essayer de comprendre. Cette idéologie djihadiste profite d'une situation mondiale et d'un vide, et qu'elle le remplit, que ce soit pour les générations d'Arabes qui ont essayé le panarabisme, le panafricanisme, et d'autres, et qui aujourd'hui ont le choix entre la botte des militaires et des régimes corrompus, ou même des régimes théologiques corrompus, théocratiques, pardon, corrompus, et pour les jeunesses européennes qui se disent, bah tiens, nous on n'a pas envie, peut-être pour certains, hein, on n'a pas envie de vivre dans une société consumériste et aspire à autre chose. C'est le propre des jeunes, donc ils sont en révolte. Donc, si on comprend que c'est une idéologie, on peut comprendre comment la combattre. Il faut déjà comprendre... Voilà, comprendre ce que c'est, où ils veulent en venir et pourquoi c'est aussi attrayant. Et ce qui se passe, je vais terminer là-dessus, on a parlé tout à l'heure de Palmyre. Aujourd'hui, pour un Syrien, un Irakien, les djihadistes de l'État islamique ont repris Palmyre aux Russes et aux Syriens, et les autres qui sont plus ou moins modérés ont perdu Alep. C'est ça. Il y a la guerre, il y a la guerre et il y a la perception. La perception est primordiale. Merci en tous les cas pour cette analyse claire et complète d'une situation extrêmement complexe. Merci encore, messieurs. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le grand entretien. Mon invité ce soir, c'est un géographe connu et reconnu, Christophe Gulluy. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ils avaient jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur dossier. Le dépôt des candidatures à la primaire de gauche est désormais clos. En tout, 9 prétendants sont en lice. Ce matin, Didier Guillaume, le directeur de campagne de Manuel Valls, a déposé la liste des parrainages de l'ancien Premier ministre au siège du Parti socialiste. Il a été suivi en fin de journée par le représentant de Vincent Peillon. On a environ 140 parrainages qui sont des parrainages qu'on n'est pas allé chercher, vu le temps qui était compté et qui nous sont arrivés spontanément. L'ensemble des candidatures doit maintenant être validé par la haute autorité pour la primaire de gauche. François Fillon. François Fillon part en campagne sous le signe du rassemblement. Le candidat de la droite a dévoilé l'organigramme de son équipe pour la campagne présidentielle. On y trouve des jupéistes comme Gilles Boyer, nommé trésorier. Bruno Le Maire, lui, sera en charge des affaires européennes et internationales. Et bien sûr, des fillonistes du premier cercle, comme le sénateur Bruno Retailleau, à la coordination et à la stratégie de campagne. Premier maître mot de cet organigramme de campagne, le rassemblement, la recherche de l'harmonie entre les différents candidats à la primaire, bien sûr, entre les différentes sensibilités qui peuvent exister au sein des Républicains comme au sein de l'UDI. Au Sénat. Pour l'adoption 306, contre 28, le Sénat a adopté. C'est à une très large majorité que les sénateurs ont voté aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet. Pour faire face à la menace terroriste, le texte déjà adopté par l'Assemblée nationale confirme les autorisations d'assignation à résidence et les perquisitions administratives. Il est normal que chacun garde ses options, mais que l'on travaille ensemble quand c'est possible. Les Français ne comprendraient pas que parce qu'on est dans l'opposition, on refuse l'état d'urgence. Ça n'aurait pas de sens. En séance. Le 6 décembre, Madame le ministre, vous êtes allée en bonne écolière chercher votre bulletin de notes à l'OCDE et il est bon, en effet, que le ministre français accepte un jugement international, celui de l'OCDE,
Le résultat pour notre éducation est hélas consternant, résultat médiocre. Avez-vous l'intention de consacrer ces 5 prochains mois à un examen critique de vos échecs, Madame le Ministre? Il ne vous aura évidemment pas échappé que chacune de ces enquêtes porte sur des enfants qui sont entrés à l'école primaire en 2006 et au collège en 2010. Quelle scolarité ont-ils connue, à votre avis? Ils ont connu une scolarité marquée par les choix désastreux du gouvernement auquel vous avez appartenu. À droite. Henri de Rincourt a été mis en examen. Le sénateur Les Républicains était entendu aujourd'hui par la justice dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au Sénat. Des fonds qui auraient été versés entre 2009 et 2012 à des élus de droite. En tout, ils auraient reçu 400 000 € détournés des comptes du groupe UMP de l'époque via des associations. Henri de Rincourt avait admis avoir perçu de l'argent, y compris lorsqu'il était ministre de Nicolas Sarkozy. Jean-Claude Carle, sénateur Les Républicains, ancien trésorier du groupe UMP au Sénat, avait lui aussi été mis en examen en novembre. Justice. Le parquet se prononce contre une condamnation pénale de Christine Lagarde. Au 4e jour de son procès, le procureur général a livré son réquisitoire. Il estime que les charges ne sont pas suffisantes. L'ancienne ministre de l'économie est jugée depuis lundi devant la Cour de justice de la République. Elle est soupçonnée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie. L'homme d'affaires avait touché 400 millions d'euros. La Cour de justice devrait rendre son verdict lundi prochain. Et c'est l'heure à présent de la revue de presse à la une de Ouest France. Regardez, Alep, la victoire d'Assad et de son indéfectible allié russe, avec également les évacuations de civils et de combattants en cours. Le Figaro à présent et cette alerte pour le prochain président sur une croissance molle et des taux d'intérêt en hausse, un contexte défavorable. Enfin, Libération qui revient sur l'équipe, l'administration de Donald Trump, des militaires, des milliardaires et 3 dirigeants de banques d'affaires. Une administration blanche et masculine. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est géographe, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date très remarqué s'intitule Le crépuscule de la France d'en haut chez Flammarion. Christophe Guilluy, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va évoquer en détail ce soir les concepts et les réalités surtout dont vous parlez depuis déjà un certain temps, depuis des années. Mais d'abord, quel est votre regard général sur la campagne présidentielle qui bat son plein? Est-ce que les thèmes qui sont abordés, les débats que nous menons, est-ce qu'ils sont à la hauteur des défis que vous décrivez justement dans votre livre? Bon, moi je travaille sur les catégories modestes, les catégories populaires, c'est-à-dire en fait la majorité de la population, depuis une quinzaine d'années. Ce qui est évident, c'est que ce n'est pas automatiquement et a priori la priorité de la classe politique, j'allais dire, en dehors des campagnes. Le concept apparaît de temps en temps pendant la campagne électorale parce que la présidentielle est un moment très particulier. C'est la seule élection où ces catégories populaires vont voter. Donc vous allez avoir effectivement des gens qui vont être intéressés par le vote de ces catégories, ouvriers, employés, petits paysans, etc. Mais en général, ça dure très peu de temps après. Vous voulez dire qu'on pense à eux à l'approche du scrutin, tout simplement? Je le crains, oui. Est-ce que les programmes de tous les candidats, droite, socialiste, Front National, mais également gauche, de la gauche, répondent à ce que vous dites? Parce qu'on pourrait penser peut-être que certains candidats qui se présentent comme le candidat du peuple, peut-être ont une approche différente. Je crois que l'immense problème, c'est qu'on a fait sans eux depuis 15 ans. On a fait les catégories modestes, les catégories populaires n'étaient pas la priorité de l'ensemble de la classe politique ces 20 dernières années. Et ce qu'on paye aujourd'hui, alors avec ce processus
de ce que j'appelle désaffiliation culturelle et politique, avec des gens qui vont dans l'abstention, dans le vote Front National, ou qui se désengagent complètement finalement de cette représentation nationale, c'est que finalement on a choisi un modèle, ces partis politiques ont choisi un modèle, on va dire le modèle économique mondialisé, qui ne fait pas société, qui n'intègre pas ces catégories-là. C'est-à-dire qu'on a un modèle économique qui crée de la richesse, qui marche. On peut dire qu'il marche quand on regarde la courbe du PIB en France. Elle est sauf que la courbe du PIB depuis 30 ans, elle tend plutôt à augmenter. Mais parallèlement, vous avez la courbe du chômage qui tend aussi à augmenter. C'est-à-dire qu'on a vraiment finalement une classe politique qui a choisi un modèle économique dont elle peut dire finalement ça marche du point de vue de je sais pas, Paris, Lyon, Toulouse, ça marche bien. Sauf que c'est un modèle qui n'intégrait pas finalement ce qu'on appelait hier la classe moyenne, ces petites gens, ces petits salariés qui étaient hier finalement le socle de la classe moyenne et qui aujourd'hui se retrouvent à l'écart des lieux où ça se passe et à l'écart du coup du système politique tout entier. Et c'est pour ça que vous avez théorisé ce qu'on a appelé la nouvelle bourgeoisie, ce que vous avez appelé la nouvelle bourgeoisie française, cette France d'en haut. Ce sont les riches, mais pas seulement, ce sont vraiment tous ceux qui se trouvent concentrés dans les métropoles mondialisées. Face à cela, il y a la France périphérique, rurale, mais pas seulement, les petites et les moyennes villes. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, mais vous le dites depuis des années, c'est qu'il n'y a pas un concept de lutte des classes. D'abord, pourquoi ? Et on l'espère, est-ce que ça va durer ? Alors, il n'y a pas de lutte des classes au sens où vous aviez hier la classe ouvrière qui était dans une lutte de classe par rapport à une catégorie qui était bourgeoise, etc., ou les patrons, etc. Donc on n'est plus dans une conscience de classe, donc il n'y a pas de conscience de classe, donc il ne peut pas y avoir de lutte des classes comme on l'avait hier. Il n'empêche, on a une société qui est de plus en plus clivée, mais finalement, tout ça est invisible. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que j'essaie de cliver, et on me le reproche d'ailleurs, en disant que non, en fait aujourd'hui vous avez des gens qui bénéficient de la mondialisation, qui bénéficient de la métropolisation, qui ne sont pas finalement ces catégories modestes. Et vous avez bien des différences, des inégalités sociales et culturelles qui sont de plus en plus importantes, mais qui n'apparaissent pas finalement dans le débat politique. Pourquoi ? Parce que vous avez c'est pour ça que je définis la France d'en haut, parce que quand on parle de France d'en haut ou des élites, c'est toujours très réducteur finalement. Si je vous pose la question de savoir, êtes-vous pour le fait que 1% des riches possèdent 40% du patrimoine, il y a de fortes chances pour que vous me disiez non, ce n'est pas bien. Ou êtes-vous pour ou contre les inégalités ? Vous allez me dire je suis plutôt pour l'égalité et plutôt contre les inégalités. Bref, on voit bien que tous ces débats-là, en fait, sont des faux débats. La vraie réalité, c'est qu'un système, une société ne tient, des partis politiques ne tiennent que si vous avez finalement un peu plus que le 1%. Et c'est ce que j'essaie de définir, c'est qu'on a bien aussi des catégories supérieures qui ne se définissent plus comme une bourgeoisie, qui se définissent comme classe moyenne. Et c'est très pratique, parce que du coup, tout le monde fait partie de cette classe moyenne, cette classe moyenne mythique, qui pour moi n'existe plus, qui est finalement la classe moyenne de Giscard, les 2 Français sur 3, mais tout ça n'existe plus. Et on fait comme si ça existait encore. Christophe Guilluy, ces classes populaires, on va les appeler ainsi, elles ne sont pas forcément contre la mondialisation et le libéralisme. Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural aussi de dire qu'elles sont forcément contre la mondialisation ? Non. Alors déjà, c'est pas ce que je dis. Oui, non, que, pas vous, mais elles n'en bénéficient pas, mais elles ne sont pas forcément contre. Bien sûr, c'est-à-dire que là encore, c'est un discours très pratique des catégories supérieures, de la classe médiatique, de la classe politique, des chercheurs, du monde académique, qui est de dire finalement, il y a une société qui a compris comment ça marche, qui est ouverte au monde, aux autres, à l'immigré, etc. Et puis il y aurait toutes ces petites catégories qui seraient dans le repli, le refus de l'autre, le refus de la mondialisation, etc., etc. Or, ce qu'on observe en réalité depuis 30 ans, c'est quoi ? C'est que les gens ont joué le jeu de la mondialisation. Ils n'étaient pas contre l'Europe. Ils ont joué le jeu aussi de l'Europe. Et les gens sont très pragmatiques. Si le système marche, ils sont prêts à l'adopter. Donc c'est pour ça que je dis toujours ces débats, es-tu pour ou contre le libéralisme ou ce sont des débats intellectuels, mais c'est complètement dépassé. C'est-à-dire que si vous arrivez à prouver aux gens que le libéralisme est bon pour eux, que réellement ça crée de l'emploi, les gens n'ont aucun problème avec les modèles. On est en train d'intellectualiser quelque chose qui permet finalement à cette intelligentsia, à ce monde d'en haut, de dire mais finalement les gens n'ont pas compris. Et moi ce que je dis, c'est que les gens
depuis 30 ans, font un diagnostic de leur vie. C'est-à-dire que vous pouvez raconter tout et n'importe quoi, il n'empêche, les individus voient depuis une trentaine d'années que le chômage, il est très concentré. Quand on parle de chômage, on a toujours l'impression que c'est général. D'ailleurs, la presse, par exemple, parle du chômage des cadres. Tout ça est complètement artificiel. On parle d'un chômage de masse comme d'un bloc. Bien sûr, le chômage aujourd'hui, c'est celui de ces catégories, ouvriers, employés, petits, etc. Il est concentré sur ces catégories-là. Donc les gens font un diagnostic très simple. Depuis 20 ans, la mondialisation ne leur a pas amené du plus, mais plutôt une forme de précarisation, de fragilisation. Mais alors qu'est-ce qu'ils pensent quand on leur dit, quand certains leur disent, on a trouvé le remède. Le remède, eh bien écoutez, c'est une société plus ouverte. On va décloisonner tout cela avec le multiculturalisme comme facteur d'adhésion et même facteur de paix. Bien sûr. Alors, la question du multiculturalisme, elle vient se surajouter au modèle économique. C'est-à-dire que nous avons adopté, enfin nous, pas moi, ni vous d'ailleurs, le modèle économique mondialisé a été adopté, et on a cru, nous, en France, que, parce qu'on est les plus malins, les plus intelligents, on allait créer un modèle sociétal différent, avec cette idée que la République allait finalement nous permettre d'adopter un modèle multiculturel, mais soft. Non, en réalité, on a un modèle multiculturel qui s'est imposé, de fait, qui est finalement pratiquement le même que celui qu'on mais qui fonctionne ou pas, selon vous ? Et qui est, de fait, un modèle où vous avez des tensions identitaires et aussi une forme de parano identitaire. C'est-à-dire que les deux sont vrais. Cette société, elle est d'abord une société que les gens d'en bas vivent réellement. C'est-à-dire que moi, je suis quand même toujours frappé. Vous faites le diagnostic, mais est-ce que ceux qui prônent cette société plus ouverte, ceux qui ont parlé, mais maintenant ils ne sont plus dans le champ politique d'ailleurs, d'une identité heureuse, est-ce qu'il faut leur dire attention, c'est un mensonge, ou au contraire, eh bien c'est un cap malgré tout, ça reste un espoir, il faut en parler. Mais c'est-à-dire que les gens qui parlent de société ouverte, quand on regarde et qu'on observe un peu ces milieux, sont aussi ceux qui se protègent le plus, en réalité, de l'autre, de l'altérité. Vous avez typiquement des grands discours sur la société ouverte, tenus par des gens qui vous expliquent que l'autre c'est bien, etc., l'immigré c'est bien, etc. Et vous avez aussi ces mêmes personnes qui sont ceux qui contournent le plus la carte scolaire, ceux qui vivent le plus dans le grégarisme social. Je me suis un peu amusé, un peu pour me moquer, des milieux qui prônent le plus l'ouverture. Vous avez les milieux de la presse, les milieux, on va dire, culturels, le monde politique tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez là le plus de grégarisme social, ce sont des milieux où le grégarisme social est le plus élevé, où vous avez une forme d'homogénéisation sociale et ethnique dans tous ces milieux-là. Et bref, vous avez un discours de l'ouverture qui n'est absolument pas appliqué, que les gens ne s'appliquent pas. C'est pour ça que je dis toujours la question du multiculturalisme, elle n'est pas est-on pour ou contre le multiculturalisme ? C'est de fait une société multiculturelle. La question, elle est que le multiculturalisme à 1 000 € par mois, ce n'est pas la même chose que le multiculturalisme à 10 000 € par mois. Et en réalité, le clivage, il n'est pas entre ceux qui sont pour l'ouverture et ceux qui seraient pour la fermeture, il est entre ceux qui ont les moyens de la frontière invisible avec l'autre et ceux qui n'ont pas les moyens de la frontière invisible. Et ceux, quelle que soit sa catégorie sociale, quelle que soit son origine. Je vous écoute depuis tout à l'heure. En fait, est-ce que l'erreur, notre erreur, je parle collectivement, c'est de croire que le haut, comme vous l'appelez, il a encore une influence sur le bas ? Pas du tout. Cette France périphérique que vous décrivez, quand on lit le livre, on a l'impression qu'elle ne veut absolument pas ressembler à la France d'en haut. Pas du tout. Pourquoi je parle de crépuscule de la France d'en haut ? J'aurais pu parler de crépuscule de l'Amérique d'en haut. Et quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, on a bien une contestation des catégories populaires du système mondialisé tel qu'il est aujourd'hui. Quand je parle de crépuscule, je veux dire par là que cette France d'en haut, au sens large, donc politique, médiatique, académique, universitaire, etc. Vous en faites partie alors ? Vous dites académique, universitaire. Mais moi, ça ne me pose pas de problème de faire partie d'un haut. Il y a toujours eu un haut, un bas. La question, c'est, ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui se mettent dans une posture de supériorité morale par rapport à toutes ces questions-là. La question du rapport à l'autre est très complexe. Les gens d'en bas le vivent réellement et sont toujours dans une grande ambivalence. C'est-à-dire que je dis toujours, chaque individu, tous,
tout le monde est dans une ambivalence par rapport à toutes ces questions. Raciste le matin, fraternel l'après-midi. Et il faut accepter ça. Vous avez des gens qui tiennent le discours de l'ouverture, etc., qui ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Et du coup, vous avez une France d'en haut qui n'est plus écoutée par le bas. Hein, vous avez le niveau de défiance à la classe politique, mais aussi à la presse, au journalisme, est très très élevé. Donc vous avez aujourd'hui un haut qui est complètement déconnecté du bas. Les gens n'attendent plus rien du discours d'en haut. Et c'est pour ça que quand on dit mais les gens d'en bas entendent des discours populistes ou par exemple le thème de la zémorisation de la société, c'est totalement absurde. Les gens font un diagnostic de leur réalité et après choisissent des partis. C'est dans ce sens-là. Mais ce diagnostic peut parfois, vous dites, correspondre à ce qui est décrit par exemple par Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, il va pour simplement vous, c'est un écouter. C'est un symptôme, c'est-à-dire que. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est qu'aujourd'hui les milieux populaires, quelles que soient leurs origines, parce que là je parle de la France périphérique, mais je parle aussi des banlieues. Et les ressorts sont exactement les mêmes. Les gens n'écoutent plus ni les partis politiques, et vous avez typiquement un processus de désaffiliation des partis traditionnels dans la France périphérique. Les gens ne sont plus de droite ou de gauche, ils vont être dans l'abstention, le vote Front National. Mais en banlieue, je dis toujours à mes amis de gauche, l'indigénat c'est terminé. C'est l'idée que par exemple les populations musulmanes en banlieue vont aller forcément voter à gauche. Alors j'allais vous en parler. Ça c'est très important parce que ce n'est pas nouveau, mais vraiment on a une tendance récente à saucissonner l'électorat en fonction de la classe sociale, du sexe, de l'âge, du lieu d'habitation et de plus en plus de l'appartenance religieuse. On a beaucoup entendu parler lors de la primaire de la droite du vote catholique. On a également parlé du vote musulman. Vous dites, en tous les cas, vous me parlez du vote musulman, c'est de la foutaise, si je puis dire. Alors, non, mais tout ça existe. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des juifs. Mais ils ne sont plus acquis à la gauche comme un bloc homogène qui irait voter les yeux fermés. Voilà, le point commun, c'est que tous ces milieux populaires ont compris une chose, c'est que le monde d'en haut ne les représente plus. Donc c'est vrai pour l'électorat musulman, immigré, de banlieue, etc. Mais c'est vrai aussi pour les autres catégories populaires. Et effectivement, l'idée que, comme un seul homme, les musulmans vont voter ou sauver le candidat de gauche, etc., c'est terminé. Les gens ont compris. Et de fait, il se passe aujourd'hui un processus en profondeur. Et l'idée que parce qu'il y a une campagne électorale, parce qu'on tiendrait le bon discours, les gens, ces gens modestes, parce que, sous-entendu, ils sont complètement stupides. Et c'est la clé du scrutin. Mais évidemment, vont aller voter pour un tel ou un tel. Non, je veux dire, nous sommes dans un processus long qui dit vraiment le crépuscule de raisonner comme vous venez de dire qu'il ne faut pas le faire, est-ce que c'est une forme de mépris de classe ? Quand on parle, je vous prends un exemple, le revenu dont on a beaucoup parlé, le revenu de base, le revenu universel. Pour certains, c'est une bonne idée. Pour d'autres, ils disent attention, ça peut favoriser l'oisiveté. Quand on dit cela, on se dit que peut-être ceux qui vont en bénéficier vont pouvoir ne rien faire, ne pas travailler. Quelle est cette attitude? Comment vous la décrivez? Si l'analyse est celle-là, évidemment, il y a ce mépris de classe, mais on peut en parler. Le mépris de classe est à la base de tout ça. Depuis 20 ans, il y a vraiment une forme de mépris, mais qui est, alors évidemment, qui n'est pas affiché, bien évidemment, etc., mais qu'on retrouve dans tous ces milieux d'en haut, qui n'est pas seulement lié à la classe politique. D'ailleurs, la classe politique, quand je dis la classe politique, je ne dis pas toute la classe politique, je fais une grande différence entre les élus que je rencontre justement en France, qui peuvent être de gauche comme de droite, qui sont souvent des bons élus, et puis ces élus qui vont être en haut des partis, qui sont, eux, complètement déconnectés et qui sont très loin de cette réalité, avec effectivement ce mépris qu'on a retrouvé d'ailleurs après chaque élection. Genre, on a eu ça d'ailleurs après le Brexit, avec cette idée que si les gens votent mal, le peuple a mal voté, donc du coup c'est parce qu'il n'a pas fait d'études, etc. Il y a toute cette idée que finalement s'ils étaient passés par Sciences Po, on n'en serait pas là. On aurait compris les enjeux. Ils auraient compris, etc. Or je pense exactement l'inverse. Je pense que les gens sont très très fins, y compris sur ces questions de rapport à l'autre. Personne ne veut par exemple la guerre. Je note quand même qu'en France il n'y a pas de guerre civile. Pourquoi? Parce que les gens sont très fins. Ils ne souhaitent pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a énormément de problèmes. Il y a des questions de séparatisme et de mise à distance de l'autre qui n'empêchent pas les ponts. Tout ça est très très compliqué. On est dans l'hyper-complexité en bas et dans le binaire en haut. C'est pour ça que Ça me fait penser, tout ce que vous dites, à une phrase, puisqu'on peut parler aussi de l'Amérique d'en haut. C'est un homme d'affaires américain, Warren Buffett, qui avait dit « La lutte des classes n'existe pas, existe
socialiste, nous l'avons gagnée. Bien sûr. Alors, Elle a été gagnée. Complètement, selon vous. Elle a été gagnée, de fait. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les ponts sont coupés entre le haut et le bas. Et que c'est désormais irréconciliable. La seule issue aujourd'hui, c'est non pas d'essayer de manipuler les catégories populaires, de leur montrer le chemin, que les gens n'attendent pas un guide, quelqu'un qui leur dirait voilà, demain il faut aller dans telle direction. Non, il faut maintenant aller vers ces catégories, c'est-à-dire répondre à leurs aspirations, à leurs problèmes d'intégration économique, c'est-à-dire quid du développement économique. Et vous entendez ce discours justement qui ce qui me frappe, c'est que ce diagnostic, je le porte et j'arrive à le faire partager à des élus, comment dire, dans la France périphérique, dans ces catégories populaires, sans aucun problème. Depuis des années, non pas, j'allais dire, le gros problème, c'est à la classe dirigeante qui a les manettes. On vous écoute, hein, je suis reçu, etc. Mais au fond, ils ont du mal à imaginer que finalement, ce soit la priorité des priorités. Moi, je pense qu'une société ne peut pas perdurer, être durable socialement, si on n'intègre pas le plus grand nombre. Et ce sera évidemment l'enjeu, notamment de cette présidentielle. Merci beaucoup, Christophe Guilluy. Je rappelle le titre de votre ouvrage, remarqué bien sûr, Le crépuscule de la France d'en haut, chez Flammarion. Merci encore, on arrive presque à la fin de cette émission. Mais comme d'habitude, d'abord, les moments choisis sur Public Sénat. Le 49.3 a beaucoup perturbé notre électorat, je parle de la gauche bien sûr. Emmanuel Valls a raison de poser la question de savoir si on doit continuer à prévoir une utilisation du 49.3 comme c'est le cas aujourd'hui. Emmanuel Valls a été plus précis, il a dit qu'il voulait supprimer l'utilisation possible du 49.3 sauf pour le budget, parce qu'il faut quand même que l'État ait un budget. Un pays ne peut pas s'arrêter de fonctionner à cause d'une majorité qui ne serait plus aussi disciplinée qu'elle doit l'être par rapport au gouvernement lorsqu'il s'agit de voter le budget. C'est simplement que je crois qu'on est dans un moment de crise et de moments difficiles où les femmes s'auto-censurent davantage dans les moments difficiles. C'est un comportement que nous avons, que j'ai moi, que beaucoup de femmes ont, qui consiste à parfois se limiter, s'auto-limiter, s'auto-censurer. Vous vous auto-censurez, vous. Et non, mais c'est ce qu'on retrouve en effet, y compris dans les entreprises, dans tous les environnements professionnels et politiques, cette espèce de timidité qu'ont beaucoup de femmes, qui est aussi le résultat de ou moins d'égo que les hommes peut-être, moins d'égo que les hommes, de dizaines d'années de position de la femme qui, hélas, n'est pas toujours l'égale de l'homme, effectivement, dans les faits. Donc je le regrette, mais en même temps, personne n'a empêché les femmes d'être candidates. Le 6 décembre, Madame le ministre, vous êtes allée en bonne écolière chercher votre bulletin de notes à l'OCDE et il est bon, en effet, que le ministre français accepte un jugement international, celui de l'OCDE. Le résultat pour notre éducation est hélas consternant. CEDRE, Teams, PISA, il ne vous aura évidemment pas échappé que chacune de ces enquêtes porte sur des enfants qui sont entrés à l'école primaire en 2006 et au collège en 2010. Quelle scolarité ont-ils connue, à votre avis? Ils ont connu une scolarité marquée par les choix désastreux du gouvernement auquel vous avez appartenu, suppression du nombre de professeurs dans l'éducation, suppression de la formation initiale des enseignants, retrait de l'éducation prioritaire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Dans les années 70, les attaques terroristes se multiplient et un visage apparaît, celui de Carlos, militant de la cause pro-palestinienne. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing rêve de créer un espace judiciaire européen. 1982, François Mitterrand, à son tour, doit faire face au terrorisme. Au cœur de l'été, un commando de 5 tueurs ouvre le feu à l'intérieur d'un restaurant, rue des Rosiers, en plein cœur du quartier juif de Paris. 6 morts et 22 blessés. Le gars qui tirait, il avait un costume gris, que j'ai bien vu, avec une mitraillette sous sa veste. Il tirait sur tout le monde. Le président français crée un secrétariat d'État à la sécurité publique et une cellule antiterroriste. Ce qui compte, c'est la volonté de faire reculer le terrorisme partout où il se terre, de le traquer jusqu'à la racine. Au QG de Nicolas Sarkozy, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Il faut désormais préparer la sortie. C'est
Nicolas Sarkozy forcément un peu tendu au début des résultats, et qui, lorsque finalement les résultats ont été définitivement clairs sur le fait qu'il était éliminé du deuxième tour, est apparu, pas libéré, il ne faut pas exagérer, mais presque détendu, pas d'amertume, pas de remords, pas de regret. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Voir son candidat finir à 21 quand on espérait 30, le voir éliminé du deuxième tour, après une aventure pareille, après un retour gagnant en 2014, bon, c'est un choc. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et c'était la dernière émission avant les fêtes. Je vous souhaite donc une excellente fin d'année, plein de bonnes choses. À très bientôt, bien sûr.